mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang. D'abord, éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau et de plus en plus large. Enfin, le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Nous inspirons ce soir de cette citation de Christian Bobin, écrivain et poète français, pour rendre un hommage plus que mérité à Maître Célestin Kengou, cet homme de droit, avocat au barreau du Cameroun, que le chef de l'État homme de médias qui nous a plus d'une fois, dans cette émission même et sur d'autres plateformes, sur cette chaîne, apporté son expertise à travers divers sujets. Pour l'accompagner, nous avons donc entamé cette émission. Nous allons l'entamer avec un extrait de l'un de ses passages dans ce fauteuil, même le fauteuil rouge. C'est en janvier 2017. Suivons plutôt. Que le chef de l'État comprenne que l'équipe, son équipe a échoué. Et si l'équipe échoue, le déshonneur tombe d'abord sur le chef. Il est temps de redresser la barre. Le chef de l'État a hérité d'un pays qui était en paix. Les grands équilibres étaient maintenus. Les caisses de l'État étaient pleines. Lui-même l'a dit. Dans quelques années, regardez où nous en sommes. Monsieur Dipita, je n'ai pas voulu recevoir de vœux cette année. Parce que j'avais de la peine. On m'appelle de Paris, on m'appelle de Stockholm, on m'appelle d'ici. Mais comment ça va? Je dis ça va mal. Non maître, mais ne te plains pas, c'est pas toi. J'ai dit non, je ne parle pas pour moi. Mais je vis dans un environnement pourri. Au 21e siècle, monsieur Dipita, regardez le nombre des enfants qui sont transportés sur des motos. Ils sont des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'il n'y a pas de transport public. La poussière est partout. Les gens sont malades et n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Pendant ce temps, une poignée d'individus a vidé les caisses de l'État. Et les enfants sont en Occident. Et quand ils finissent là-bas, on les installe à l'ENAM, ils entrent dans les grandes écoles. Toujours des écoles de souveraineté. Ils vont dans les entreprises, les places leur sont réservées. Que le chef de l'État comprenne que l'équipe, son équipe a échoué. Et si l'équipe échoue... Compassion émue, nos pensées évidemment accompagnent la famille ainsi éprouvée. Nous allons au fur et à mesure accompagner Maître Kengou à sa dernière demeure. Considéré par des profondeurs comme le cheval de Troie au sein de l'opposition camerounaise, plus que jamais, la trajectoire politique de Cabral Libye interroge. Proche des modernistes à l'époque, annoncé aussi au sein du MRC il y a plusieurs mois déjà, candidat pour le compte du Parti Univers et désormais président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. L'ancien leader du mouvement 11 millions de citoyens est à nouveau sous les feux des projecteurs au moment où il vient d'être porté à la tête du PCRN. Il faut désormais s'y habituer. Troisième à l'élection présidentielle d'octobre dernier, Cabral Libye semble poursuivre son chemin déterminé à atteindre ses objectifs. Avec lui ce soir, nous allons parler de cette trajectoire, non sans évoquer les sujets brûlants de l'heure. Cabral Libye, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Première sortie en tant que président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Merci de cet honneur que vous nous faites. Ben écoutez, si vous le prenez comme tel, je vous le concède volontiers, mais ce n'est pas ma première sortie en tant que telle. Je veux dire en télévision. J'ai la grâce d'être entouré de personnes engagées, intelligentes, dévouées pour le Cameroun. Je pourrais citer l'un d'entre eux qui était sur un de vos plateaux ici même il y a quelques jours, M. Armand Okol. Je pourrais citer celle qui fait office de brillante porte-parole de la modeste personne que je suis, Madame Anne-Fégonde Noah Biloa. Donc, à la vérité, je pourrais en rajouter avec tous les autres, même si vous ne m'avez pas directement, ma voix est valablement portée aujourd'hui par ces personnes qui m'ont rejointe dans ce combat. Mais si vous le permettez,
je voudrais rendre un hommage appuyé à Maître Kengoum, que nous avons la douleur de perdre aujourd'hui même, ou depuis hier, selon les informations qui nous sont parvenues. Il m'a fait l'honneur de me recevoir il y a quelques mois encore, c'était en février, dans son cabinet, ici même à Douala. Échange au cours duquel il m'a livré ses observations, subséquemment à ma participation à l'élection présidentielle, et a formulé à mon endroit des suggestions, des propositions, que je m'attelle d'ailleurs à mettre en pratique. C'était un homme d'une épaisseur remarquable sur le plan du droit, ce qui lui a valu de porter haut l'étendard Cameroun dans des instances internationales du droit. C'était un homme de valeur. Ses sorties publiques en témoignaient. Il faisait un effort remarquable d'objectivité. Et il était nu, et ça se voyait, il était porteur d'une vision pour le Cameroun qu'il partageait avec tout le monde. Je pense que le Cameroun a perdu là une de ses ressources humaines les plus épaisses. Mais c'était aussi un homme de foi. Puisse l'Éternel qu'il servait apaiser son âme et apaiser la douleur de ses proches et de tous ceux qui l'ont connu. Je voudrais aussi rendre un hommage à M. Lamé Zakari, qui était une des personnes pionnières de l'UDC. Absolument. Dans le NUN, exactement où il exerçait ces derniers temps. J'ai également eu l'honneur de le rencontrer dans mes différentes descentes dans ce département. Et il m'a beaucoup conseillé et il a beaucoup encadré nos camarades. De ce côté-là, quand je parle souvent de mutualisation, nous travaillons en accord parfait et nous l'avons également perdu. Je voudrais rendre hommage à ce valeureux compatriote. Il fait partie des personnes qui ont fait ce que nous faisons aujourd'hui à une période où c'était si difficile, si compliqué. Et ils ont enduré des péripéties, des douleurs indicibles. Ce sont les pionniers de la démocratie. Évidemment, je voudrais m'incliner humblement devant sa mémoire. Nos pensées accompagnent également sa mémoire. Alors, venons-en à peut-être la première question de cette émission. Le 11 mai dernier, vous avez donc été accueilli d'abord comme militant et ensuite porté à la tête du PC RN, investi à la présidence dans ce parti. De quand date exactement vos premiers contacts avec cette formation politique? De plusieurs mois, je devrais vous le dire. Ils ont répondu à l'appel de la mutualisation que j'ai lancé. Et c'est à ce titre s'étant rendu compte qu'il y avait de réelles convergences entre leur vision du Cameroun et la nôtre, ils se sont rapprochés de nous. Et il y a des mois que nous échangeons, que nous travaillons dans le sens de la mutualisation. Et c'est dans ce cadre. En réalité, mon arrivée dans ce parti se situe dans le prolongement de la mutualisation que nous prenons. On peut considérer que c'est la concrétisation de cela. C'est la matérialisation de cette mutualisation. Et il faut saluer parce que ce ne sont pas des congénères. Hein. Le président de la réconciliation nationale, voilà comment nous appelons ce parti, le président de la réconciliation nationale, son secrétaire général, son trésorier, M. Kona Robert, le président, M. Albert Fleury Massardine, le secrétaire général, M. Juan Feo, le trésorier, ce sont des personnes qui ont un âge proche de celui de mon géniteur à moi. Ce sont des personnes qui ont, elles aussi, payé le lourd tribut de la sédimentation démocratique dans ce pays. Ils y ont laissé des plumes. Vous n'avez même pas idée. Et je suis heureux que des personnes comme celle-là aient pu répondre à cet appel de la mutualisation qui se matérialise aujourd'hui par ce travail que nous allons continuer à mener ensemble. Candidat à l'élection présidentielle au compte de l'univers,
leader du mouvement 11 millions, dont on sait également, et on revient au cours de l'émission, on sait que des actions ont été menées pour que ce parti soit légalisé et finalement porté à la présidence du PCRN. N'y a-t-il pas entourloupe? Je veux dire que n'avez-vous pas entretenu des relations, j'ai failli dire, nocturnes avec ces différentes formations sans pour autant que tout le monde n'ait été informé, soit autour de vous, soit de là? Alors, je pense que ce que vous devez noter aussi, c'est que chaque fois que je me suis rapproché d'une formation politique, vous avez parlé de Univers, pour les citoyens, c'est une initiative qui nous est propre, et maintenant nous parlons de la réconciliation nationale. Moi, ce que je note, c'est que chaque fois que nous nous rapprochons, ou alors nous lançons une idée dans ce sens, ça a de l'écho. Et ça, c'est à remarquer aussi. Ça veut dire que nous sommes porteurs d'une vision qui accroche. Nous faisons montre d'une remarquable présence dans la scène politique. Il ne s'agit pas d'une errance, non. Il s'agit d'un travail constructif, d'un travail de construction. Nous comprendrons aussi que cet écho peut être interprété comme certains, sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'un écho qui n'est pas toujours vu sous le bélan. Un écho qui peut peut-être confirmer cette image que certains veulent vous coller, l'image de celui, je l'ai dit un peu à l'entrée, qui fait le cheval de Troie. Ben non. D'abord, pour la première fois, peut-être après les citoyens, je vais adhérer formellement à un parti politique. Particulièrement en ce qui concerne le parti Univers. Vous devez bien savoir que je n'ai jamais été militant de ce parti politique. Et qu'il s'agissait de l'investiture, la convention du 11 décembre 2017, qui avait été signée entre le mouvement 11 millions de citoyens, qui est un mouvement associatif, et le parti Univers, portait sur l'investiture. Il s'agissait bien de cela. Donc, vous devriez plutôt me dire que pour la première fois, j'ai appartenu à un parti politique, c'était le parti politique Les Citoyens, que nous avons créé. Parti qui est toujours en légalisation. Et nous attendons d'ailleurs impatiemment, quand je dis nous, les camarades avec lesquels nous y travaillons, ou nous y avons travaillé, attendent avec impatience que le parti soit légalisé. Mais dans le cadre de la mutualisation dont je vous parle, et vous allez d'ailleurs découvrir dans les jours et semaines à venir d'autres dénominations partisanes avec lesquelles nous travaillons. Excusez-moi, lorsque nous parlons de mutualisation, pour nous, ce n'est pas un vain mot. Donc je suis très heureux du travail que nous avons abattu avec le parti Univers. C'est encore l'occasion pour moi de rendre hommage au professeur Nkumvondo pour son humilité. Parce que ce n'est pas fréquent dans ce pays, un enseignant, un universitaire de rang magistral qui a accepté de tendre la main à ses cadets, à une jeune génération, à une jeune dynamique qui monte. Et avec lui, nous avons fait du chemin. Nous en sommes heureux. Puis, nous avons convenu ensemble, parce qu'il faut toujours le préciser, nous avons convenu ensemble qu'il était temps que nous ayons un appareil politique. J'ai envie de dire que nous avons initié les citoyens avec sa caution, subséquemment à une rencontre qui avait eu lieu le 3 mars 2019. Je l'ai toujours dit. Et c'est après cette rencontre que le 6 mars, il y a eu assemblée constitutive de parti de 11 millions de citoyens, en abrégé les citoyens. 2 mois jour pour jour après l'introduction de ce dossier dans les services du gouverneur, puisqu'il a été introduit le 8 mars, donc le 8 mai, nous avons convoqué une autre assemblée constitutive, mais cette fois rectificative, au cours de laquelle, répondant à l'appel de la mutualisation dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il y a une convergence méthodologique, une convergence idéologique, j'ai renoncé à occuper les fonctions de coordonnateur national du parti Les Citoyens, j'ai renoncé à y appartenir, et l'Assemblée constitutive rectificative a désigné un autre responsable qui de toute façon faisait déjà partie du bureau initial déposé auprès des services du gouverneur le 8 mars. Et toutes ces modifications, conformément à l'article 5, alinéa 2, je crois,
de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 90 qui régit le fonctionnement des partis politiques, nous avons communiqué toutes ces modifications au gouverneur compétent. C'est la loi qui le dit. L'Assemblée a eu lieu le 8 mai, et dès le lendemain, les documents étaient communiqués au gouverneur parce que la loi dit que chaque fois qu'il y a des modifications sur les éléments, et les éléments dont on parle, c'est l'identité des dirigeants. Il faut déposer cela, les actes qui constatent cela, il faut les déposer, les communiquer au gouverneur. Ce qui a été fait dès le lendemain par voie d'huissier. Ça a d'ailleurs été fait également au niveau du MINAT par voie d'huissier afin que nul... Est-ce que la nécessité, j'ai failli dire absolue, qui s'est imposée à vous de créer une formation politique n'a pas été l'échec de vous voir prendre la tête du parti Univers? Quand on sait par exemple, j'ai en mémoire, j'ai entendu parler avec insistance de cette réunion qui a eu lieu en octobre, un peu au lendemain ou la veille du dépôt des requêtes de Univers au Conseil constitutionnel après l'élection présidentielle. Vous avez été proposé au secrétariat général du parti Univers, offre que vous avez manifestement refusé puisqu'après vous avez porté, bref, vous avez entamé des actions pour légaliser le parti. Je reprends dans la question simple, est-ce que votre arrivée à la tête du PCRN, après la non-confirmation pour l'instant du MINAT du Parti des Citoyens, n'est pas l'échec de votre volonté de prendre la tête du Parti Univers? Avant de réagir à ces cancans qui manifestement vous polluent l'esprit, parce que je ne sais pas qui vous a raconté toutes ces choses-là, je préfère encore revenir sur ce que nous disions précédemment, afin que nul n'en ignore, parce que la loi, elle est bien claire. La loi numéro 90/056, en son article 11. Pour être dirigeant d'un parti politique, il faut satisfaire à 5 conditions. Les conditions de majorité, 21 ans, les conditions de résidence, les conditions de nationalité, mais également la condition de non-appartenance à un autre parti politique. Donc il faut bien préciser que lorsque j'ai été porté par les camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale le 11 mai, je n'appartenais à aucun parti politique et je n'avais plus de responsabilité dans aucun autre parti politique parce que j'y avais mis fin, comme je vous le disais, des jours à l'avance et que cela avait été communiqué aux autorités administratives comme la loi de demande. Mais c'est bien quand même de préciser cela parce que, comme vous lisez dans les réseaux sociaux comme moi, vous avez découvert un certain nombre de choses qui étaient dites, comme celle que vous venez de me présenter tout à l'heure, comme quoi il m'a été proposé un poste, j'ai refusé. Bon, cela fait partie en réalité de nos rapports internes. Mais pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, il s'est passé qu'après l'élection présidentielle, il y a eu une demande incessante de la base qui souhaitait que dans le cadre de la collaboration avec le Parti Univers, que je sois intégré dans le directoire de ce parti. Cette demande d'ailleurs était adressée directement au professeur Kumvondo qui en est le capitaine, qui en était le capitaine opérationnel et qui est aujourd'hui le capitaine exécutif lors de nos multiples descentes sur le terrain. C'est alors que moi, Cabral Libi, je lui avais fait la proposition à l'une de nos réunions restreintes de me hisser au poste de secrétariat général par nomination dans le directoire du Parti Univers afin de rassurer tous ces camarades qui souhaitaient que j'y sois intégré. Finalement, ce ne sont pas que des cancans. Et je vous laisse poursuivre. Non, mais lorsque vous dites que ça m'a été proposé, non, c'est moi qui ai fait la proposition. Et puis à la réunion du 3 mars, le Parti Univers a estimé que ce n'était pas nécessaire que j'intègre le directoire et qu'il était temps que nous ayons notre appareil et que cet appareil travaille en partenariat avec le Parti Univers. Cette réunion dont je vous parle a réuni 5 personnes. Le professeur Nkumbondo qui était accompagné de l'un de ses nouveaux collaborateurs, qui n'est nul autre que celui qui était mon porte-parole lors de l'élection présidentielle. Il y avait le régional du centre du mouvement 11 millions de citoyens, il y avait le régional du littoral, M. Christian Congo, que j'ai vu dans les parages tout à l'heure, et M. Mathurin Ngué, dont ces personnes sont vivantes, un rapport circonstancié a été dressé.
Donc, le Parti Univers a estimé qu'il était temps. C'est pour cela que 3 jours plus tard, nous avons créé ce parti politique-là. J'espère, les citoyens notamment, j'espère que maintenant, c'est bien clair pour tout le monde. Petite digression. Vous dites que vous avez vu dans les parages tout à l'heure, parlant de Christian Diok. Vous ne l'attendiez pas ce soir ici? Non, je disais que vous l'avez vu. J'ai dit moi ou vous. Ah d'accord, bon. Il est dans les parages. C'est le régional, le très vaillant régional du mouvement 11 millions de citoyens. D'accord. Donc, quels sont les thèmes de votre engagement au sein de ce nouveau parti? Je veux dire, vous en êtes le président. C'est pour avoir juste un appareil politique pour porter vos ambitions en tant qu'homme politique pour les prochaines échéances. Y a-t-il d'autres ambitions, d'autres engagements, d'autres, comment je vais dire ça, motivation qui vous a poussé à définitivement accepter la D'abord, la principale motivation, c'est la mutualisation. Et dans le cas précis de la collaboration avec ce parti, bon, maintenant, nous l'approprions, il faut noter une extraordinaire convergence d'idées. Ce parti, en fait, a été créé en 2001, mais n'a reçu la légalisation que le 14 février 2003. Lorsqu'il y a quelques mois, j'ai reçu les statuts et le programme politique que ce parti proposait aux Camerounais depuis 2001, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis du Sud, les principaux responsables du parti venaient et du Mayo Danaï et du Mayo Kani, des écarts d'âge de près de 30 ans entre nous. Je me suis dit, mais comment il peut y avoir une telle télépathie dans une telle disparité générationnelle? Sur certains points, on a l'impression que nous étions concertés. Même dans le cadre de la collaboration avec les autres partis politiques qui font partie de plateformes de mutualisation, nous avons rarement rencontré une telle convergence. Mais pour répondre directement à votre question, d'abord je me sens là-dedans comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression d'y avoir été depuis toujours. Et le mandat qui m'a été donné par le Congrès le 11 mai dernier consiste à continuer à porter nos idées jusqu'à ce que nous puissions exercer la magistrature suprême. Je me souviens encore du discours de clôture de M. Kona Robert. Il m'a dit, mon fils, j'ai laissé des plumes dans le combat, parce qu'il fait partie avec M. Massardine notamment, et il faut le rappeler, des premiers Camerounais à être allés dans cette partie du septentrion avec le SDF. Puis par la suite, dans les moments de turbulence, ils ont décidé de faire leur chemin à eux. Mais ils ont essuyé des choses, des persécutions. D'ailleurs, curieusement, depuis le 11, ils sont en train d'en subir d'autres. Mais on en reparle tout à l'heure. Ils ont essuyé des persécutions. Ces personnes, lorsqu'elles m'ont raconté ce qu'elles ont subi dans leur carrière, parce que l'un d'entre eux, le président notamment, c'est un ancien administrateur, l'autre est médecin. Quand ils m'ont raconté les péripéties, les douleurs, les persécutions qu'ils ont essuyées, M. Kona Robert m'a dit, mon fils, notre rêve était d'imprimer dans ce pays un jour une façon de faire de la politique qui mette l'humain au cœur de toutes les préoccupations. C'est la ligne directrice de votre combat. Et nous vous donnons non pas seulement la responsabilité de diriger ce parti, mais nous vous donnons la bénédiction pour diriger un jour cette nation. Et c'est cette mission qui m'a été donnée. Puis, par la suite, l'implantation du parti, son élargissement et être capable de fédérer un maximum de Camerounais. Quelle peut être la cartographie, si on peut avoir une idée en termes de représentativité du parti? N'est-il que implanté dans son lieu d'attache ou alors est-il déjà étendu sur le territoire national? Un indicateur intéressant, c'est celui du 20 mai prochain. D'accord. Parce que la réconciliation nationale porte à cœur l'unité nationale. Et nous pensons que c'est au moment où l'unité nationale est en péril qu'il faut la célébrer avec davantage de force et de détermination encore. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à participer à ce défilé. Lorsque, au jour de la tenue du congrès,
le 11 mai, le parti était représenté principalement dans 3 départements, le Mayo Kani, le Mayo Danaï, Lavina dans la Damawa. C'est d'ailleurs M. Djonra Wanso, le départemental du Mayo Kani, qui a déclaré la manifestation ou la réunion au niveau de la sous-préfecture. Mais figurez-vous que dans le point qui m'a été fait tout à l'heure, nous allons défiler à l'heure où je vous parle, selon les informations qui me sont arrivées, dans une centaine d'arrondissements sur les 360 qui existent. C'est depuis le 11. Nous en sommes au... Je ne sais plus quelle est la date d'aujourd'hui. Le 16. Le 16. Vous voyez qu'en 5 jours, on est parti de 3 à 100. Ça vous donne une idée, non seulement de la présence du parti au bout de 5 jours, mais également de la vitesse avec laquelle les Camerounais sont en train de s'approprier le combat de la réconciliation nationale. Comment? À titre personnel, allez-vous prendre part à ce défilé? Oui, bien sûr, mais je vous le dis. Au boulevard du 20 mai? Non, parce que au boulevard du 20 mai, seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale vont y défiler. Donc je serai quelque part dans la République, aux côtés de mes camarades qui vont défiler, évidemment, dans un de ces 100 arrondissements que je viens de vous. Alors, au moment où vous entamez donc cette nouvelle... ce nouvel élan politique avec ce parti, avez-vous soldé définitivement en termes de bilan politique, en termes de bilan de gestion, en termes de, je veux dire, avec vos différents mouvements, notamment le mouvement 11 millions, dont vous étiez le leader, et le parti Univers, au lendemain de la présidentielle. Aujourd'hui, peut-on dire que vous avez tourné la page de façon peut-être cordiale avec ces instances-là? D'abord, je suis toujours le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exercice des fonctions de coordonnateur. D'autant que c'est un mouvement politique. C'est un mouvement apolitique. Qui, par contre, a mené dont les missions sont bien connues. Qui néanmoins a mené des actions politiques. Mais c'est tout à fait normal. Parce que la particularité du droit de vote, c'est que c'est un droit hybride. C'est un droit civique. C'est également un droit politique. Lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs marqué sur nos cartes de membres. Chaque fois que vous évoquez la question du vote ou du droit du vote, vous êtes en train de parler d'une question, d'un droit civique que vous avez le droit d'exercer, mais vous parlez également d'engagement politique. L'acte de voter est un engagement civique. C'est important de le préciser parce que nous avons la brèche. Vous dites en d'autres termes que les sous-préfets qui vous interdisent donc de mener vos actions sous la coupe de 11 millions font fausse route, lisent mal le droit, ne lisent pas bien la loi. D'abord, il faut connaître les raisons pour lesquelles il y a les interdictions. Et ça me permet d'ailleurs de revenir sur cette question de persécution. Parce que je commence donc véritablement à en avoir marre. D'abord, la plupart du temps, ceux qui interdisent évoquent la question de menaces de troubles à l'ordre public. Et comme je le dis souvent, nous sommes dans un pays où nous ne savons toujours pas à quoi renvoie l'ordre public. À quoi renvoie une menace à l'ordre public. Qu'est-ce que vous allez troubler? La tranquillité, la moralité, la salubrité? Je cite ces éléments qui sont constitutifs de l'ordre public dans un pays comme la France, par exemple. Mais chez nous, on ne sait toujours pas quel est le contenu qui est là-dedans. Mais nous avons été heurtés par ce qui s'est passé récemment dans l'une des localités, où nous avons découvert que le motif de l'interdiction, c'était ma suspension à moi de toute activité politique. Ce qui est une aberration. Mais c'est d'un ridicule incroyable. D'abord, je jouis toujours de tous mes droits civiques et politiques, et j'apprends dans un acte d'interdiction que je ferai l'objet, moi Cabral Libi, candidat à une élection présidentielle l'an dernier, proclamé 3e, sur le terrain depuis le 2 janvier, j'en suis à plus de 30 000 km de parcouru et 70 localités dans cette région, que moi je ferai l'objet de suspension de toute activité politique. D'abord, quelle est l'autorité? Quelle est la personne qui a le droit de suspendre un citoyen de l'exercice de ses droits politiques? Mais des choses comme ça passent. Et vous avez d'ailleurs des gens qui s'étalent là-dessus et qui disent non, c'est possible, le sous-préfet a raison. Mais d'abord, lorsque nous avons reçu cela, nous avons demandé au sous-préfet de nous donner l'acte qui nous suspendait de toute activité politique. Mais le sous-préfet a, et je salue d'ailleurs sa franchise,
nous a dit, ben, il y a quelques jours, je vous ai délivré un récépissé. Si je suis obligé d'interdire maintenant, j'ai reçu une instruction. Donc il faut se référer à la hiérarchie. Je dis, mais madame, c'est une dame, je veux voir l'acte. Elle m'a dit non, c'est une instruction qui est interne à notre fonctionnement. Vous serez notifié le moment venu. J'ai jamais été notifié de quoi que ce soit. Alors nous sommes dans une sorte de mafia politico-administrative où des aberrations comme celle-là peuvent être contenues dans des actes administratifs. Dans un pays qui prétendument s'affirme être démocratique. Mais bien sûr, un collège d'avocats s'est saisi de cette affaire et c'est devant les tribunaux. La procédure est en cours. Non mais, c'est parce que vous avez évoqué les interdictions. Donc c'était bien d'évoquer cela. Tout comme, je vous ai parlé du défilé tout à l'heure. Je vous ai parlé d'une centaine de localités. Mais il y a d'autres localités où nous avons fait face à des choses incroyables. Où certaines autorités nous disent, en tout cas aux camarades qui sont mandatés, que non, elles ne reconnaissent pas Cabral Libye comme président du PCRN. Et lorsqu'il leur est demandé pourquoi, ils disent que il faut que le MINAT en prenne acte. Alors là encore, c'est une autre aberration. La loi qui régit le fonctionnement des partis politiques est claire. Je vous ai donné les dispositions tout à l'heure. Lorsqu'il y a des modifications dans les éléments constitutifs de dossier d'un parti politique, la loi dit qu'il faut communiquer ces modifications et les actes qui les constatent au gouverneur territorialement compétent. Voilà ce que la loi dit. Donc, lorsque le PCRN effectue des modifications en son sein, qu'est-ce que le PCRN doit faire? C'est communiquer ces modifications au gouverneur territorialement compétent. Dans le cas du PCRN, il faut rappeler que son siège est à Yaoundé, dans les textes légalisés. Donc, le gouverneur du centre a donc été notifié de ces modifications. Nous sommes même allés plus loin, nous l'avons fait par voie du ciel, nous avons même notifié pour information le MINAT. Et c'est ce que la loi dit. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on vous dise qu'il faut que cela soit validé? Mais de quelle validation? Donc, en fait, on est arrivé, ou on serait arrivé, mais évidemment, ce sont des dérapages qu'il faut dénoncer avec la plus grande énergie. C'est des dérapages inacceptables. Pour revenir à la question, on veut nous faire croire qu'une autorité valide désormais des changements intervenus dans une organisation dont la loi dit qu'elle se crée et exerce librement ses activités. Pour revenir à la question, moi je voudrais dire, M. Dipita Tongo, attendez. C'est une digression. Non, pour vous peut-être. Mais moi qui subis, parce que depuis lors, j'ai subi un certain type de persécution. Mais alors, vous n'avez pas idée à quel point. J'ai été jusqu'ici très stoïque. Je n'en parle pas toujours. Nous sommes très résilients. Ces interdictions fantaisistes, ces blocages fantaisistes. Parce que ce n'est pas systématique. À côté de ceux qui font ça, il y en a d'autres qui font bien leur travail. C'est pour cela que souvent, nous ne voulons pas marquer une emphase là-dessus. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, de ce qui me parvient, de ce que je peux lire, qu'apparemment les modifications intervenues au PCRN poseraient des problèmes à un certain nombre de personnes. J'ignore d'ailleurs pourquoi. Qui voudrait faire obstacle à cela? Moi, je voudrais simplement dire ceci. Jusqu'ici, nous avons été convaincus et nous l'avons démontré qu'on peut travailler pour son pays dans la paix, sans être obligé de se radicaliser. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en mission. Leur mission est de radicaliser absolument tous les Camerounais. Ils ne se contentent pas déjà de tous les fronts qu'ils ont ouverts un peu partout. Il faut qu'ils en ajoutent d'autres. Et moi, je dis ceci. Avec ce qui s'est passé le 11, personne n'a le droit, je dis bien personne n'a le droit, de nous interdire d'exercer librement nos activités et d'aller aux élections. Et si jamais quelqu'un essaie de le faire, ça veut dire qu'il a pris sur lui de nous obliger à nous radicaliser. Nous allons nous aussi changer de méthode. Et peut-être nous allons nous mettre aux côtés de ceux qui leur opposent ce type de méthode. Je pense qu'il faut... On n'est pas obligé de pousser les gens, M. Dipita Tongo. Vous prenez ça à la légère. Non, et dans votre posture de journaliste, vous posez la question avec un sourire en quoi vous allez prendre les armes. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point ce type d'affirmation... Mais ce que je veux dire, Cabral... Je ne voudrais pas dire un gros mot, mais je dis simplement ceci. Moi, je vous parle des persécutions que nous subissons. Je vous parle du prix fort que nous devons payer pour pouvoir exercer librement nos activités, nos droits civiques et politiques. Je vous dis qu'il y a des gens qui font obstacle à cela. Vous me dites, est-ce que vous allez prendre les armes? Vous le dites sur un ton badin. Non, non. Moi, je vous dis, c'est une question sérieuse. Cabral Libye,
c'est tout aussi sérieux pour nos autres. Mais vous savez que j'ai jamais perdu mon sourire. C'est vrai, je vous le concède volontiers. Mais cela dit, vous avez évidemment marqué votre désapprobation tout en embrayant avec des menaces. Et la question était de savoir jusqu'où pourriez-vous aller. Peut-être l'allusion aux armes a été mal comprise, mais c'était juste pour savoir quelle aurait été votre réaction. Cela dit, on s'est compris. Je vais revenir donc à la question précédente, qui demandait si vous aviez déjà fait le point définitif avec vos engagements précédents, notamment avec 11 millions de citoyens, dont on sait quand même qu'il y a eu un débrief au niveau de la gestion des fonds de la campagne, avec le Rising Fund qui avait été organisé et tout le reste. Univers également, avec qui vous avez certainement eu les fonds de l'après-campagne en tant que troisième à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez fait le point en tant que candidat pour Univers, en tant que leader au niveau des 11 millions de citoyens? En fait, je me serais attendu à ce jour que vous fassiez partie d'un collectif de journalistes ou de citoyens qui demandent à ce que nous soyons félicités pour notre transparence à l'issue de l'élection présidentielle. Je suis le seul candidat de cette élection à avoir rendu public l'état des dépenses de campagne. Non seulement les sources de financement, c'est-à-dire les contributions des citoyens, et un état des dépenses qui ont été effectuées. Donc sur ce point, il n'y a plus débat. Les documents y afférents ont été distribués, ont même été publiés dans les réseaux sociaux, afin que même ceux qui n'adhèrent pas à notre cause et qui ont même voté pour nous, et ça a été le cas, puissent s'y référer et nous attaquer même avec. En d'autres termes, quelles en étaient les sources? Les sources de financement, oui. Elles étaient essentiellement populaires. À chaque fois que je recevais des financements des Camerounais, vous vous rappelez que j'étais passé dans ce studio-là, vous savez comment nous avons collecté les 30 millions de la caution, vous savez comment nous avons collecté les fonds de campagne. Ce sont les Camerounais qui l'ont fait. Et nous nous sentions le devoir moral de leur rendre compte de ce que nous avions fait, de cet argent collecté grâce à eux. Et nous l'avons fait, nous en sommes heureux. Quant au Parti Univers, vous l'avez dit, les comptes ont été faits. Le Parti Univers n'a pas particulièrement financé notre campagne. Nous étions en partenariat. Les fonds publics ont été donnés et d'ailleurs virés dans le compte du Parti Univers, je l'ai déjà dit. Et nous avons concédé à celui qui était notre tuteur politique de définir la grille de répartition de ces fonds. Ce que nous ne regrettons pas parce que ça a été fait tel que nous l'avons convenu. Quant à 11 millions de citoyens, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en suis toujours le coordonnateur et de notre côté, les comptes sont toujours clairs à chaque fois. Je félicite d'ailleurs M. Bertrand Onana et M. Touli et tous les autres qui travaillent avec les manuels de procédure, les tableaux et autres. Il y a eu la question des fonds de cartes des militants, des sympathisants et adhérents de 11 millions qui a semblé poser quelques interrogations il y a quelques temps lorsqu'on faisait justement le point. Non, je n'en suis pas informé. À combien, du moins, je veux dire qu'à ce jour, combien de cartes pourriez-vous estimer comme ayant été vendues pour 11 millions de citoyens? Bon, une estimation parce que je n'ai pas forcément travaillé avec les responsables en entrant dans ce studio. Mais pour l'année 2019, le point qui m'a été fait faisait état d'une dizaine de milliers de cartes déjà distribuées depuis janvier. C'est à peu près dans le même ratio que l'an dernier puisque nous avons renouvelé les cartes pour 2019. Et nous avons un système de fonctionnement qui est simple. C'est que les cartes, c'est 1000 francs, 3000, 5000 et 40% de chacun de ces montants rentrent directement au fonctionnement du démembrement de base à partir duquel la carte est donnée. Ça veut dire que lorsque la coordination de Vouri 2 vend une carte de 1000 francs, nous n'aimons pas trop le terme vendre, distribuer une carte de 1000 francs, avant de renvoyer à la caisse centrale les 600 francs, ben, ils le retiennent à la base 400 francs sur les 1000 francs. Et je voudrais encore qu'on me dise quelle autre organisation fonctionne comme telle. Et nous nous assurons à ce que dans chacun de ces démembrements, que les comptes soient toujours clairs, transparents. Ça demande beaucoup de formation parce que nous voulons commencer là par la démonstration de notre capacité à gérer avec rigueur l'argent que nous pouvons avoir pour que plus tard, lorsque certains d'entre nous géreront des mairies ou le pays, en l'occurrence en ce qui me concerne, que nous ayons fait montre
devant les Camerounais de notre capacité à savoir bien gérer leur argent. Avez-vous déjà tourné la page de l'élection présidentielle d'octobre 2018? Non. Je considère que l'élection de 2018 a laissé les Camerounais sur leur soif. Les Camerounais, dans leur majorité, ont voulu le changement en 2018. Il n'est pas arrivé comme ils l'ont souhaité. Donc, le processus est toujours en cours. Et j'invite les Camerounais à rester sur le qui-vive. Parce que dès l'an prochain, 2019, nous pouvons commencer à exercer le pouvoir à partir des élections législatives et des élections municipales. Ce n'est pas par hasard que nous avons fixé l'objectif de 100 députés au moins. 100 députés, je le dis, et au moins 100 mairies. Parce que nous voulons commencer à implémenter au travers de la mairie, au travers de la fonction législative, notre vision. Je rappelle aux Camerounais que si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous pouvons soit faire obstacle à des lois iniques et reviser toutes les lois, en commençant par le budget. Lorsque nous parlions à l'élection présidentielle de pouvoir relever ce budget à 5 000 milliards dès 2019, nous savions de quoi nous parlions. Et nous pouvons commencer à le faire dès 2020. Parce que ce budget, c'est très important de le dire. Sur les prochaines élections, alors que je n'ai pas encore vidé les dernières, on en parle dans une minute. Mais je vous répondais en vous disant que nous sommes toujours dans la quête de ce pouvoir, dans la quête de ce fauteuil présidentiel dont nous avons été privés par des manœuvres que vous connaissez. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais nous restons focus sur notre objectif et ce que Dieu a dit, j'aime toujours à le dire, se réalisera. Vous avez déclaré, enfin, votre porte-parole, Anne Féconde Noah, dont vous félicitiez tout à l'heure le mérite, a déclaré chez nos confrères d'Equinox Télévision que vous êtes en possession de 13 000 procès-verbaux. C'est exact, un peu plus. Vous aviez autant de représentants dans les différents bureaux de vote. Comment avez-vous, ça représente un peu plus, hein, ou sensiblement moins de la moitié des 32 000 PV dans l'ensemble. Donc, à ce jour, vous dites que vous avez été élu... Pas 32 000, 25 000. 25 000, pardon, 25 000 procès-verbaux dans l'ensemble. À ce jour, pour la reprendre, vous dites que vous avez été élu président de la République. Est-ce que ça n'ajoute pas... Je n'ai pas dit désordre, pour ne pas non plus donner l'impression d'être méprisant, vous saviez le dire tout à l'heure, vis-à-vis de ceux qui continuent de réclamer la victoire. Est-ce que ça n'ajoute pas à cette cohorte incohérente vis-à-vis de ceux qui disent que ces élections ne se sont pas déroulées comme ils le souhaitaient? Maurice Kamto, lui, dit être vainqueur. Paul Biya a été investi par le Conseil constitutionnel, il a prêté serment, et vous venez en troisième voie pour dire que c'est vous. Alors, ma porte-parole a bien été claire sur cette question. Elle a dit, sur la base de 13 000 PV en notre possession, j'en étais le vainqueur. Ça a déjà été dit à l'envi depuis le 7 octobre dernier. Et vous avez demandé tout à l'heure si nous avions autant de représentants. On en avait plus. Dieudonné Atangana, qui est le président du parti Univers, parce que souvent on parle du capitaine opérationnel, on ne parle pas suffisamment de Dieudonné Atangana, qui en réalité a signé mon acte d'investiture, et je le salue, et je lui rends hommage au passage. Ce n'est pas parce que maintenant nous sommes avec la réconciliation nationale et que Univers va faire son chemin que nous ne gardons pas le chaleureux souvenir de cette si belle collaboration, notamment l'encadrement de ce monsieur dont on parle peu souvent et sa rectitude morale. Donc, il a signé, je pense, autour de 22 000 actes de représentation dans les bureaux de vote. On n'avait pas les 25 000. Lorsque nous avions lancé à l'époque l'appel au bénévolat, il y a eu environ 22 000 personnes qui se sont manifestées. Il a signé les 22 000 documents qui ont été transférés à Elekam. Mais sur les 22 000 documents, nous n'avons pu récupérer, et souvent péniblement d'ailleurs, que 13 000. Et pourquoi? En partie à cause de toutes ces balivernes qui étaient racontées. L'une d'entre elles a été racontée par le porte-parole d'un concurrent, qui est aujourd'hui, je parle de celui qui a tenu ce propos, M. King, qui s'est permis, lui, porte-parole d'un concurrent, de raconter la veille de l'élection, très publiquement,
que je sortais je ne sais de quel bureau, porteur d'un sac rempli de millions, à distribuer à mes représentants dans les bureaux de vote. Ce qui a sonné dans la tête de certains qui n'ont pas reçu de l'argent, que nous l'avions détourné. Nous avons vécu des scènes incroyables. Des personnes qui déchiraient les PV, des personnes qui séquestraient les PV, des personnes qui vendaient les PV chez l'adversaire, au prétexte que nous avions détourné l'argent qui leur était destiné. Simplement parce qu'ils avaient écouté les balivernes proférées, mais ça c'est un peu leur chic et leur particularité, dire tout et n'importe quoi, même au préjudice de leur propre candidature sur les autres. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu les retenir. Je ne peux pas vous dire comment nous avons peiné pour rassembler même les 13 000 PV. Mais j'espère que les Camerounais ont compris que c'est grâce à eux que le changement peut se faire. C'est pour ça qu'ils sont sur cette soif. Lorsque nous disions qu'il était possible de gagner l'élection présidentielle si le peuple camerounais s'y investissait, nous avons demandé aux Camerounais de s'inscrire massivement. Je le fais encore à cet instant, de se lever, de se constituer volontaire et bénévole pour être dans des bureaux de vote. Parce que, M. Dipita Tongo, dites ce que vous voudrez. Lorsque vous êtes dans un bureau de vote et que vous prenez 1000 francs, 2000, 5000 pour échanger le PV que vous avez, pour signer un faux PV qu'on a rempli à la hâte, mettant votre candidat, je ne sais à quelle position, en contrepartie de 2000, 5000, 10 000 ou d'une promesse, vous êtes tout aussi fossoyeur de la République que ceux-là que nous prétendons être responsables de la situation scandaleuse dans laquelle nous nous trouvons. N'empêche qu'il y a une incompréhension qui est née du fait que, à peine cette élection s'est déroulée, au moment où on s'attendait peut-être que vous en réclamiez les doigts forts, votre victoire, vous avez pris un vol, vous êtes allé aux États-Unis, à l'incompréhension de tout le monde. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il y a une confusion de date. L'élection présidentielle a eu lieu le 7 octobre. Oui. Les résultats ont été proclamés le 25 octobre. Et je suis parti du Cameroun le 6 novembre. C'est-à-dire le jour où le président proclamé élu prêtait serment. Ouais. Et ceux qui ont suivi mon actualité savent très bien que l'un des objectifs de ce déplacement était d'aller porter à l'Union africaine et aux Nations unies, à New York, les récriminations qui étaient les nôtres. Lorsque nous allons le faire là-bas, je rappelle que le Cameroun est membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc lorsque nous y allons, nous avons communiqué les documents. Par la suite, il y a eu des échanges. Ils ont sollicité des éclaircissements sur ceci ou sur cela. Ils ont adressé leur communication à l'État du Cameroun. Ils ont leur démarche. Ils savent comment ils suivent les dossiers. Ils sont revenus vers nous à maintes reprises, comme je viens de vous le dire. Je veux dire, en termes de communication, à ce jour, que vous disent-ils par rapport à ce dossier-là? Non, mais écoutez, ils n'ont pas à nous dire quoi que ce soit. Lorsqu'ils veulent des précisions ou des vérifications sur une chose ou sur une autre, ben, ils reviennent vers nous. Maintenant, il leur appartient à eux de faire ce que les attributions qui gouvernent l'Organisation des Nations Unies leur donnent comme marge de manœuvre. Mais c'est pour revenir à votre question, qu'il y a eu un tissu de bêtises racontées à mon sujet, et qui, je le regrette d'ailleurs, a affecté certains de nos camarades qui étaient convaincus de tout ce qu'ils lisaient, de toutes sortes de sottises qu'ils lisaient. Non, nous y sommes allés pour porter haut nos revendications. Parce que le Cameroun est membre des Nations Unies, parce que le Cameroun est membre de l'Union africaine, parce que le Cameroun est signataire de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est pour cela que nous allons jusqu'à l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche? Je rappelle que le Conseil constitutionnel de ce pays nous a privés du droit de revendiquer, de poser nos récriminations devant lui. Je parle de ce Conseil constitutionnel. Vous savez très bien qu'il y a eu une interprétation particulière de la loi nous concernant. Alors que la loi dit que nous avons 72 heures après la date de clôture du scrutin, on nous a opposé 72 heures après l'heure de clôture du scrutin, ce qui est un précédent. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Alors, lorsque même de respectables personnes du Conseil constitutionnel décident de faire à notre détriment une telle interprétation de la loi. Les sous-préfets vous en veulent, ils ne nous donnent pas les autorisations, le MINAT ne légalise pas votre parti politique, vos anciens camarades, certains d'entre eux ont répondu aux sirènes de ceux qui disent des choses déplaisantes sur vous. Je veux dire que à longueur, c'est pratiquement tout le monde qui semble dire des choses imparfaites sur vous. À la fin de la journée, vous ne vous dites pas, c'est peut-être moi le problème? Non, pas du tout. Parce que d'abord, nous n'avons jamais dit que le ministre
de l'administration territoriale a refusé de légaliser les citoyens. Nous ne l'avons jamais dit. La loi, elle est claire. Lorsque vous déposez le dossier dans les services du gouverneur, ce dernier a 15 jours pour le transférer au MINAT et tous, ils ont 88 jours. C'est juste une image. Non, non, non. Vous ne pouvez pas le dire. N'essayez même pas de le justifier. Vous rejetez rapidement du revers de la main tout ce qui remonte en disant c'est toujours les autres. On veut faire croire, on dit ceci de Cabral, en fait une victimisation. Ben, écoutez, vous interprétez ça comme vous voulez. Les faits, ils sont là, ils sont têtus, ils sont criards, ils sont visibles. Celui sur qui on a raconté toutes sortes de choses lors de cette élection, vous le connaissez. Mais en réalité, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Parce qu'au fond, c'est normal. Lorsqu'une dynamique nouvelle arrive, ce n'est pas propre au Cameroun, ça s'est vu ailleurs. Mais il y a un certain nombre de personnes qui estiment que cette dynamique nouvelle va faire barrage ou obstacle à leurs ambitions. Et ils ont une conception particulière de la politique qui consiste à détruire tout ce qui est concurrent ou concurrent sérieux. Nous ne partageons évidemment pas cette façon de faire la politique. Nous sommes convaincus que nous pouvons gagner par le travail. C'est pour cela que nous nous épuisons au travail, M. Dipita Tongo. Et d'abord, nous n'avons pas dit que tous les sous-préfets interdisaient. Mais non. Vous nous voyez sur le terrain souvent. Et si nous sommes sur le terrain, c'est parce qu'il y a bien des récépissés qui sont délivrés par certains sous-préfets. Mais ne nous dites pas que lorsqu'il y en a qui décident de violer la loi, que nous ne devons pas dénoncer les violations de la loi. Nous le ferons toujours. Nous ne sommes pas... Que les autres ne le fassent pas, c'est à eux. Maintenant, de là à dire que tout le monde est contre nous. Mais M. Dipita Tongo, je viens d'être élu président d'un parti politique dont le président vient du maillot Kani. Il y a une différence d'âge de 30 ans entre nous. Si des personnes de cette génération, à 1500 km du lieu où je me trouve chaque jour, c'est-à-dire entre Guidigis et Yaoundé, c'est 1400 km, nous l'avons encore éprouvé récemment. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui nous écoutent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui nous accompagnent. Et c'est le lieu de remercier ces personnes. Ça nous permet à nous également, ça nous encourage à aller de l'avant. Parce que nous nous rendons 2019. Compte que ce que nous faisons a de l'écho, un écho positif, et nous sommes confiants. Le 4 janvier 2019, le président de la République procède à des nominations de nouveaux membres du gouvernement. Le Premier ministre John Ngouté est nommé, et puis les ministres. Où étiez-vous au moment de la lecture des nouveaux membres du gouvernement? Ben, j'étais au Cameroun et à Yaoundé. Où étiez-vous à Yaoundé? Ben, j'étais chez moi, enfin, je ne sais plus. Non, ce jour-là, le jour où il y a eu lecture du décret, oui. J'étais à mon bureau, au siège de notre mouvement avec des camarades. Lorsque l'information a circulé, on venait d'ailleurs de braquer, dans nos bureaux. Vous direz encore que c'est la victimisation, mais pourtant c'est clair. On a braqué 2 fois nos bureaux. On se demandait bien ce qu'on pouvait y rechercher. Avez-vous été contacté? Donc c'était avec nos téléphones à l'époque que nous suivions. Je me rappelle très bien. Avez-vous été contacté pour entrer dans l'équipe John Ngouté? Y a-t-il eu des tractations? Y a-t-il eu des rencontres? Avez-vous le sentiment qu'on vous a laissé penser que vous pourriez l'être? Ou alors avez-vous éventuellement donné des signes pour y entrer? Alors, moi je vais vous dire ceci. Le jour où je deviendrai président, élu avec 71%, je ne me sentirai pas l'obligation d'aller chercher celui qui a été classé 3e à 6,28%. Et je crois que le président proclamé élu est un peu dans cette disposition d'esprit. Donc à aucun moment, lorsque j'ai vu les résultats qui ont été publiés... À ses côtés, il y a des partis dont les présidents ne se sont pas nécessairement présentés candidats contre lui. Hein. Et pourtant, ils sont bien à ses côtés, donc on ne pouvait pas préjuger de ce qu'il en pense non plus. De toute façon. Si les faits montrent le contraire. De toute façon. Que quelqu'un m'ait appelé, que quelqu'un m'ait suggéré ceci ou cela, je ne trouve pas ça suffisamment pertinent pour en parler. Parce que je considère que lorsque un citoyen a été proclamé élu, s'il veut travailler avec un de ses concurrents qu'il a battu à cette élection, il prend la peine, par respect pour ce dernier, de l'appeler et d'en discuter avec lui. Parce qu'on part du postulat que celui qui a été battu voulait occuper la fonction qu'il exerce. Donc, le jour où Paul Biya m'appellera pour entrer au gouvernement, soyez-en sûrs, ça, je l'aurais pris suffisamment au sérieux pour vous en parler. Je reprends dans ma question. Prenons le schéma dans lequel le président, évidemment... Je vous réponds très simplement, le président Biya
ne m'a pas contacté pour que je rentre dans son gouvernement, parce que c'est lui qui nomme un gouvernement ayant à sa tête John Gouté. Je réponds donc très clairement à votre question. Je n'ai pas reçu un coup de fil du président Biya, ni une correspondance du président Biya. Comment aurais-je donc pu être contacté? Bon, peut-être pas le président Biya, mais je dis qu'à travers ses relais. Le Premier ministre, dit-on, consulte souvent, du moins le président consulte le Premier ministre pour nommer les membres du gouvernement selon la loi. Peut-être le Premier ministre vous aurait contacté. Ou alors les proches, le directeur du cabinet civil, le ministre, dont on dit par exemple que vous avez des amitiés également avec le ministre Amadou Ali, ou alors le secrétaire général des services du Premier ministre. Est-ce que, autour du président de la République, n'y a-t-il pas eu des contacts pour que Cabral Libi rentre dans un éventuel gouvernement? Il vous faudrait 2 jours d'émission pour que je commence à vous faire les confidences tenues d'un tel ministre ou d'un tel autre. Alors, vraiment, si fortuitement je rencontre un ministre et il partage avec moi ce qu'il a entendu quelque part, je devrais venir dans une émission dire que j'ai échangé avec tel. Je ne suis pas de cette catégorie de Camerounais. Monsieur Dipita Tongo. Cabral. Je suis porteur d'une vision. L'intention est de savoir, pour diriger le Cameroun. L'intention est de savoir si à un moment donné, vous avez été approché pour entrer dans le gouvernement. Monsieur Dipita Tongo. Avez-vous donné des signes pour cela? Je n'étais pas candidat à l'élection ministérielle. Quels sont vos rapports? J'étais candidat à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on a proclamé des résultats qui faisaient de moi 3e, le lendemain, je me suis mis à travailler pour un jour être choisi par mes compatriotes pour occuper la fonction présidentielle. Donc ne me ramenez pas à des questions ministérielles lorsque moi je vous dis que je suis porteur d'une vision que je compte implémenter par la grâce de Dieu et le choix porté sur ma personne par les Camerounais pour diriger ce pays. Quels sont vos rapports avec le directeur du cabinet civil? Des rapports avec le directeur du cabinet civil, M. Vondayolo, s'entend. Bien sûr. Nous n'avons aucun rapport. Aucun. Il me semble que je l'ai vu à la télé, comme tout le monde, 1 ou 2 fois. L'avoir rencontré, encore que rencontrer, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, vu à mi-distance, à 1 ou 2 endroits. D'accord. Mais je suis étonné par cette tendance à imaginer toujours qu'il y a des gens qui ne s'engagent en politique que parce qu'ils veulent se faire des amis avec le pouvoir. Non, le défaut que nous avons, c'est évidemment d'aller vers la source pour essayer de confronter les informations que nous avons reçues, parce qu'il s'est dit, nous avons reçu cette information, que vous avez été vu au cabinet civil. Je ne peux pas en attester, confirmer ou infirmer, c'est pour ça que je vous posais la question. Je ne veux pas dire bras dessous avec le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, ou alors avec le ministre directeur du cabinet civil, je ne peux pas le confirmer, c'est pour ça que je vous pose simplement la question. Mais si vous dites... Alors, si quelqu'un vous dit m'avoir croisé... Mais si vous dites que c'est pas vrai, je le prends pour dire... Si quelqu'un vous dit m'avoir croisé au Premier ministère, c'est probablement vrai. Il s'y trouve mon directeur de thèse. Donc il arrive que j'aille le voir pour des discussions relatives à mes travaux scientifiques. Si quelqu'un vous dit m'avoir croisé à la présidence de la République, c'est probablement vrai. J'y suis allé 2 fois, 20 mai, invité comme beaucoup d'autres compatriotes. Et si par hasard vous me jetez à la présidence de la République, je suis incapable de vous dire de quel côté se trouve le cabinet civil. Alors, j'espère que c'est bien clair. Ben, je le souhaite. Selon vous, quelle erreur au lendemain de la présidentielle, l'opposition aurait-elle commise pour ne pas parler suffisamment haut pour convaincre les juridictions, pour convaincre l'opinion que le président Paul Biya ne mérite pas la victoire pour laquelle il a été déclaré vainqueur? Pour moi, l'erreur, elle est connue d'ailleurs de tous. C'est le défaut de mutualisation. Et la mutualisation dont j'ai parlé avant, l'élection présidentielle, vous en êtes certainement témoin parce que ça a été le cas dans l'une de vos émissions ici. Ce n'était pas forcément la fusion de tous dans un organe ou alors le renoncement de tous au profit d'une personne. C'était une mutualisation stratégique, une mutualisation d'action. J'avais souhaité et interpellé pour qu'il y ait cette mutualisation déjà dans la mobilisation des Camerounais à l'inscription sur les listes électorales. J'ai également demandé à ce qu'il y ait une mutualisation dans la désignation des représentants dans les bureaux de vote. J'ai ensuite proposé qu'il y ait une mutualisation après qu'il ait été annoncé 9 candidats. Je l'ai fait dès le sortir de la salle où les 9 candidats avaient été annoncés. J'ai souhaité qu'il y ait un conclave que nous nous retrouvions. Ce sont là les déclinaisons de l'erreur, de défaut de mutualisation.
Et j'espère que nous corrigerons à l'avenir. Et quelle serait l'erreur que vous auriez commise? Mais ça, posez la question à d'autres. Moi, j'estime avoir donné ce que j'ai pu donner. Et qu'on le veuille ou non, ça a eu une portée remarquable. Je rappelle encore, M. Dipita Tongo, que lorsque ma candidature a été annoncée par les compatriotes, je me rappelle encore de avril 2017, j'étais à Bamenda. Ça faisait rire beaucoup de monde. Vous direz ce que vous voudrez. Dans l'histoire du Cameroun, après Oumniobé, qui avait reçu les cotisations des Camerounais pour aller aux Nations Unies prononcer son discours du 15 décembre 1952, j'ai été ce Camerounais, modestement, qui a pu mobiliser ses compatriotes pour qu'ils fassent le sacrifice. Parce qu'on était dans un environnement où il fallait prétendre être riche pour y aller. Moi, j'ai accepté la modestie de ma condition et mes idées ont convaincu mes compatriotes de m'y accompagner. Ça aussi, ça marque l'histoire. J'ai été ce candidat que personne n'attendait, qu'on a proclamé là où on a proclamé. J'ai été ce candidat qui a fait les meetings que vous connaissez, à Douala, à Kribi, à Garouaboulaye et ailleurs, et parfois à des heures indues. Nous en gardons, M. Dipita Tongo, un souvenir vibrant, et ça nous conforte dans la position que tôt ou tard, ce qui doit arriver, arrive. Venons aux prochaines échéances. Vous l'avez dit, vous serez engagé. Comment seront désignés les représentants de votre parti, votre désormais nouveau parti? Vous allez organiser les primaires ou ce serait des désignations par le haut du... C'est déjà connu de tous. Dans le cadre de 11 millions de citoyens, j'ai signé une directive appelant les camarades. Parce que notre mission à 11 millions de citoyens, c'est de faire inscrire les Camerounais et de les encourager à être candidats, quel que soit d'ailleurs le parti politique qu'ils choisissent. Mais nous avons signé une directive demandant à ceux qui veulent être candidats de fournir un certain nombre de dossiers, de documents pour leur dossier. Parce qu'il y a des pièces qui sont difficiles à avoir. L'extrait de l'acte de naissance et certaines autres pièces, le certificat de non-imposition. Beaucoup ne savent pas qu'il faut avoir la carte de contribuable, puis avoir, c'est d'ailleurs le certificat de non-redevance, l'attestation de non-redevance. Maintenant, ce n'est plus le certificat de non-imposition. Ça a changé depuis 3 ou 4 ans. Donc, nous voulons former les gens à constituer des dossiers. Et nous avons dit dans cette directive que pour ceux des camarades qui iront en compétition dans le parti politique que nous aurons choisi, ben, qu'ils sachent que les candidatures seront validées d'abord par consensus, et si le consensus ne marche pas, alors ça se fera par les primaires. Donc c'est contenu dans une directive qui circule auprès de nos membres. J'espère que c'est clair pour vous également. Alors, vous parliez donc de mutualisation. Dans le cas de ces échéances dont on sait qu'elles sont davantage des élections locales, vous allez mettre en avant cette proposition-là. Vous imaginez un peu le PCRN ou alors 11 millions de citoyens qui va mobiliser certains jeunes, faire une mutualisation avec d'autres partis, d'après le schéma selon lequel si un parti est mieux implanté dans une localité, vos militants viendraient le soutenir et vice-versa? Mais bien sûr. Vous savez, je voudrais parler de lui. Un de nos camarades, je l'appelle comme ça, mais il est membre de l'UNDP, qui a fait l'objet d'une arrestation et qui se trouve à l'heure où nous parlons dans la prison de Bertois, Ousmane Bayero. Simplement parce que le passage à Garouaboulaye, lors de l'une de mes réunions, il est venu à cette réunion et nous avons évoqué une possibilité de mutualisation et même de constitution de listes communes pour la mairie de Garouaboulaye. 2 jours plus tard, on a sorti une vidéo comme quoi il aurait été outrageant à l'endroit du maire RDPC sortant. Et du jour au lendemain, on l'a arrêté et on l'a déféré en prison. Voilà la réalité. Nous travaillons à la mutualisation et d'ailleurs ceux avec qui nous y travaillons font déjà l'objet de répression ou de persécution comme celle que je viens de vous évoquer. Oui, nous travaillons à la mutualisation. Et manifestement, vous allez, bon, soit dit en passant, c'est pas forcément une question, vous allez chasser sur les terres du MDR, du côté de l'extrême nord. Ben écoutez, c'est un néné venu au congrès de Guidigis qui m'a dit, Monsieur Libi, ce qui vient de se dérouler ici est hautement historiquement symbolique. Le président de la République actuelle
a hérité d'un parti politique créé en 1966 par quelqu'un qui venait de la région septentrionale. Il s'agissait de l'UNC et de Amadou Ahidjo. Il m'a dit, vous venez du centre et vous venez de recevoir la confiance de vos aînés que nous sommes de la partie septentrionale, ça veut dire quelque chose. Le train du changement est en marche. Donc, pour vous dire que lorsque nous allons sur le terrain, nous n'allons pas chasser sur des terres appartenant aux gens. Nous ne considérons pas que la République, c'est un ensemble de terres dont certaines personnes auraient des titres fonciers politiques. Le jeu politique, c'est un jeu de concurrence d'idées, de confrontation d'idées. Lorsque je me rends à Guidigis, lorsque je me rends dans le maillot d'Ana ou le maillot Kani, vous parlez seulement du MDR, mais vous pourriez aussi parler d'autres personnalités de la République, originaires de là. D'autres personnalités, je veux dire. Nous y allons pour convaincre nos compatriotes. Et moi, je suis heureux parce que tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre propos, vous irez aux élections avec des jeunes. Je peux comprendre que du haut de mes 39 ans, on continue à penser que je suis jeune et que je fédère davantage des congénères. Mais lorsque je peux aujourd'hui travailler avec des personnes comme Kona Robert, hier c'était un Kumvondo, aujourd'hui c'est Kona Robert, c'est M. Wanfeyo, c'est M. Massardine, qui ont le double de mon âge. Je comprends que ce n'est pas une affaire d'enfants ou de jeunes. C'est du Cameroun qu'il s'agit. Et il est bien que vous le compreniez aussi. Du coq à l'âne. Chez nos confrères de Canal 2, dans l'émission L'Arène, vous avez dit que vous continuez, du moins dans votre compte, et toujours virer votre salaire. Bien sûr. Jusqu'à ce jour, il y est. Mais bien sûr. On n'a pas fait une dénonciation, on n'a pas écrit au recteur de l'université qui vous emploie pour lui dire que, écoutez, vous estimez que vous ne méritez pas ce salaire, vous le renvoyez. Mais, alors, il faut que vous sachiez une chose. Je ne demande que ça. Lorsque vous travaillez pour l'État, lorsque vous travaillez pour la fonction publique, votre employeur, c'est l'État. Le salaire n'est pas seulement la contrepartie d'un travail que vous effectuez, c'est une clause contractuelle. Et si votre employeur estime que vous ne méritez pas votre salaire, il ne vous le vire plus. Donc si l'université de Yaoundé 2 continue à me virer un salaire, c'est que cette université estime que je le mérite. Mais je veux prendre le problème à l'inverse, Cabral. Et je vous rappelle que c'est un droit. Je vous soupçonne. C'est-à-dire tant que le contrat n'a pas été... Je vous soupçonne résilié, d'avoir une très... Je mérite toujours ce salaire. Voilà. Je sais, évidemment, vous êtes très respectueux de l'éthique, vous avez une forte probité, vous avez une moralité irréprochable. Merci de le reconnaître. Oui, bien sûr, tout au moins. Moi, je peux le reconnaître, je peux le dire. Mais je veux dire que si vous, à un moment donné, vous avez dit que vous n'alliez plus à l'université parce que l'université ne vous a pas donné une tâche précise, est-ce que vous ne vous dites pas non plus que vous ne méritez pas le salaire qui vous est viré? Auquel cas, vous dénonciez ce salaire-là, quel que soit le droit le plus absolu auquel, du moins, la loi vous reconnaît tous les droits par rapport à votre salaire, comme fonctionnaire, vous venez de le décrire, mais je veux dire, en votre âme et conscience, vous ne vous dites pas que ce n'est pas un salaire mérité, puisque vous ne rendez pas le service pour lequel ce salaire vous est viré? Absolument pas. Et si vous vous écoutiez vous-même très attentivement, vous releveriez le paradoxe qu'il y a dans votre question. Relevez-le. Celui qui vous a informé de ce qu'il percevait un salaire sans travailler, c'est bien moi. Absolument. Ça veut dire que j'ai interpellé les autorités à ce sujet. Absolument. Je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas me payer sans me donner non seulement un lieu où travailler, un bureau où travailler, mais en plus, sans même me donner du travail. Parce que même n'ayant pas un lieu pour travailler, vous pouvez quand même me donner du travail. Vous savez que ma compagnie, pour que je comprenne mieux, vous savez que je ne suis pas souvent... Donc, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de lieu de travail, vous n'y allez pas, mais vous avez un salaire. On est bien d'accord? Mais j'y vais. Je vous l'ai dit. Au moment où je dénonçais cela, j'appelais à l'aide et au secours. J'avais pas de bureau, M. Dipita Tongo. Bon, vous y allez, mais en saison sèche, vous y allez, mais vous ne travaillez pas. Je folâtrais dans tout le campus. En saison pluvieuse, j'étais obligé de me trouver un abri. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous y étiez. Donc mon employeur était content de me payer. Sans que vous ne lui rendez la tâche. Sans que je ne fasse quoi que ce soit. J'ai même été convaincu à un moment que j'étais payé pour me balader dans le campus. La question était de savoir si vous n'estimez pas que vous ne méritez pas ce salaire puisque vous ne rendez pas le service. Mais écoutez, si vous faites tout ce que vous pouvez
pour travailler et que votre employeur vous dit ne faites rien, percevez un salaire, vous le méritez. D'accord. Alors on va faire un tour à l'étranger et puis on va revenir en une virgule ici à l'intérieur pour parler des questions évidemment. Quels sont vos rapports avec la film Kilimandjaro si jamais il y en a? Enfin, Kilimandjaro, il me semble que c'est un mont, le mont Kilimandjaro. D'accord. Vous aurez des rapports. Maintenant, vous me demandez un rapport avec la nature. Non, vous avez évacué la question. Sachez évidemment que je ne parle pas du mont Kilimandjaro, je parle de la film américaine dont on sait que... Alors, je dois vous faire l'aveu que vous ne la connaissez que mon pas inculture est telle que je viens d'apprendre qu'il y a une entreprise américaine du nom de Mont Kilimandjaro. Auriez-vous des rapports avec Sissi Kouayouk Tabé? Non. Jamais rendu visite, je veux dire, même en tant qu'homme politique, pour savoir ce qu'il pense, ses ambitions? Non, je n'ai pas encore pris cette initiative. En revanche, j'avais décrié le fait que son arrestation ait été exhibée comme une grosse victoire. Vous êtes rendu en Belgique. Quelques jours après que le président ait appelé au dialogue. Vous êtes rendu en Belgique, vous avez rencontré Charles Blé Godet. Non, pas en Belgique, à La Haye. À La Haye, pardon. Oui, ça c'était avant. Oui, à La Haye. Parce que lui n'a pas été transféré. Parce que lui, il est toujours en résidence surveillée. Donc vous étiez à La Haye, vous l'avez rencontré. Pareil, vous étiez en Côte d'Ivoire. Et là, je confirmation. Vous avez rencontré Ouattara et Guillaume Soro? Non, pas encore. D'accord. Vous avez rencontré Madame Gbagbo. Ça, c'est certain. Oui. Que vous vous êtes dit, avec ces différents... Pour Madame Gbagbo, elle m'a fait l'honneur de me recevoir. Je considère que c'est une grande figure politique. C'est une figure marquante de l'Afrique, francophone en particulier, l'Afrique en général. Et je suis allé lui rendre visite. Elle m'a fait cet honneur. Je suis allé la saluer et me présenter à elle et lui demander humblement des conseils. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'a dit? Bien sûr. Elle m'a dit, mon fils, après environ une heure d'échange, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je pense qu'on ne vous proclamera pas vainqueur. Vous avez un parcours proche de celui de mon époux. Pour de multiples raisons, on vous dira que ce n'est pas encore le moment. On vous dira, vous êtes jeune, laissez le vieux finir. Vous avez du potentiel, attendez encore. On fera comme ça, on vous mettra quelque part. En revanche, la prochaine fois, elle sera probablement la bonne. À l'époque, ça m'avait un peu choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je me bats pour gagner cette élection. Et je crois que j'ai les capacités de la gagner. Mais j'ai dû plus tard la rappeler pour lui dire que ça s'est passé comme vous avez prophétisé. Voilà. Et c'est réalisé. J'espère simplement que ça va se réaliser justement comme vous avez dit et que la prochaine fois sera la bonne. Avec Charles Blé Godet, c'est une figure marquante, jeune, notamment de la politique en Afrique francophone et en Afrique tout court. Et il a eu un parcours que vous connaissez, politique, puis d'abord associatif. Il a été leader d'étudiants comme moi, puis leader politique, et puis les années judiciaires que vous connaissez. Je suis allé le voir également pour le saluer. J'ai même été étonné qu'il était très au fait de ce que j'avais mené comme activité. Il me suivait même carrément, il me citait même certaines phrases que j'avais prononcées ici ou là. Et il m'a rassuré qu'il y avait une génération. Nous faisons à peu près partie de la même génération. Il y a une génération montante en Afrique. C'est indéniable. Avec celui qui a été classé, son nom m'échappe, 3e au Sénégal, Succès Mazera au Tchad et bien d'autres qui émergent. Et il m'a dit que nous étions faits pour pouvoir échanger souvent. C'est vrai qu'elle m'a rassuré aussi que dans son collège d'avocats, il y avait une Camerounaise qui a décidé de plaider en sa faveur, en fait, de l'accompagner comme conseil, et qui n'a à aucun moment perçu le moindre franc. Elle avait décidé de le faire en sa faveur à titre bénévole. Et il m'a dit merci au nom de cet avocat, et il a dit merci au peuple camerounais pour ce soutien qu'elle avait reçu au travers de Maître Kadi. Et il m'a dédicacé son ouvrage, et ainsi de suite. Lors de l'une de vos descentes à l'aéroport de Garoua, il y a eu des agents des ADC qui avaient été sanctionnés.
Vous en avez souvenance? Oui. Que sont-ils devenus? Eh bien, ils sont toujours en train de se battre et nous les accompagnons autant que nous pouvons. Voilà les persécutions. Là encore, vous direz que nous jouons aux victimes. Ce qui s'est passé ce jour est fort simple. C'est que j'arrivais à Garoua pour un meeting et il se passe que ce jour-là, il y avait des ministres qui, eux, rentraient d'un meeting et qui devaient prendre l'avion duquel nous descendions. Et comme ils l'ont fait pour des personnalités qui rentraient dans l'avion, ils l'ont fait aussi pour moi. Parce qu'ils m'ont considéré comme une personnalité politique en période de campagne. Ils m'ont offert le traitement qu'ils offrent, qui est prévu par la réglementation pour ce type de personnalité. Sauf que par la suite, on a fait un rapport contre eux disant qu'ils soutenaient l'opposition, qu'ils soutenaient un concurrent, à Paul Biya, en l'occurrence Cabral Libi, et ils ont eu des ennuis et ils continuent à les avoir. C'est inacceptable. Alors, le 13 mai, lundi dernier, le Cameroun a été, j'ai failli dire, sur la table de l'accusation d'un certain nombre de pays membres du Conseil de sécurité, évidemment concernant les questions des droits humains, de liberté, comme vous le dites, liberté de manifester, réunion d'expression et autres. Vous avez évidemment eu les contours de ces assises-là. Après, qu'est-ce que vous dites? Que désormais, du moins d'abord qu'on a échappé au pire, ensuite on bénéficie d'une manne en termes de soutien humanitaire et que peut-être avec l'apport des pays amis au Cameroun, la crise dont il est question, la crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest notamment, pourrait connaître une nouvelle trajectoire? Alors, sur la question de cette crise, j'espère qu'on va en parler dans quelques minutes. En ce qui concerne le 13 dont vous parlez, alors moi je suis étonné que des Camerounais soient étonnés. Je rappelle que le Cameroun est membre, État partie, à une convention internationale qui s'appelle la Charte des Nations Unies. Et cette charte contient en son sein un chapitre 7 qui régit la paix et la sécurité internationale. Et il y a un organe des Nations Unies qu'on appelle le Conseil de sécurité qui est le gardien, selon les clauses de cette convention, qui est le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui fait que partout dans le monde, chaque fois qu'il y a une crise qui est susceptible de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale, le Conseil de sécurité se saisit de l'affaire au travers de l'un de ses membres. En l'occurrence, ce sont les États-Unis qui ont porté le dossier, membres des Nations Unies, sur cette table. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela, parce que la crise anglophone est susceptible de mettre en péril la paix et la sécurité internationale. Je rappelle qu'à cause de cette crise, il y a de nombreux déplacés. Et que les Nations Unies n'ont pas commencé à s'impliquer dans cette crise le 13. Lorsque le Haut Commissariat des Nations Unies offre ses services en faveur des réfugiés camerounais au Nigeria, ce sont les Nations Unies qui sont déjà à l'œuvre. Lorsque sur des questions sanitaires, des questions humanitaires et autres, les Nations Unies interviennent, on ne s'en offusque pas. Ça ne fait pas l'objet de grands débats. Mais lorsque le Conseil de sécurité en parle pour qu'on en sorte, on donne l'impression que c'est quelque chose de spécial. Je pense simplement que j'espère que les autorités camerounaises et toutes les parties prenantes, ça nous concerne nous tous, ont bien compris le message. Parce qu'il ne faut pas laisser que la crise continue. C'est pour ça que je salue, mais vous dites on va en parler tout à l'heure. La tournée du Premier ministre. On y est, parce que c'était la tournée du Premier ministre. Parce que après ce qui s'est tenu, il pourrait y avoir d'autres assises qui pourraient déboucher sur d'autres types de résolutions beaucoup plus contraignantes pour le Cameroun. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là et que nous nous montrerons capables de résoudre la crise par nous-mêmes. En tout cas, moi, je me porte déjà volontaire de participer comme médiateur aux côtés de New John Fundi, qui s'est proposé comme médiateur pour résoudre cette crise, parce que je considère que je suis porteur, moi aussi, de solutions, on va en parler tout à l'heure, pour résoudre cette crise. Donc, j'espère simplement que la diplomatie, parce que en même temps, j'ai suivi notre représentant là-bas, tenir des propos, bon, enfin,
Ça a fait l'objet de toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'il nous faut une diplomatie forte. Parce que quand vous avez quand même une diplomatie sans document d'orientation, je note une diplomatie, parce que quand j'ai suivi ces propos, j'ai compris pourquoi dans un pays où la dernière conférence des ambassadeurs a eu lieu il y a 30 ans, parfois un ambassadeur peut être déconnecté et tenir des propos parfois bizarres. Je sais que Ringando permettra qu'on a 10 minutes d'entrée et on embraye donc avec la crise anglophone. Je note d'ailleurs, ça doit être une annonce assez forte de ce soir, que vous vous positionnez, vous prêtez vos services comme médiateur aux côtés de John Fondi. Cela dit, oui. Toutes les parties semblent, peut-être la moins entendue jusqu'à celle qui n'a pas été suffisamment entendue ou presque pas jusqu'à présent, c'est la partie de ceux qui ont pris les armes. Mais tout le monde semble dire dialogue inclusif pour décanter cette situation-là. Pour vous, quelles seraient les conditions, quels seraient les préalables? D'abord, les préalables, donc qu'est-ce qu'il faut faire avant ce dialogue, et puis ensuite, comment se déroule ce dialogue et la trajectoire d'après? Évidemment, on ne peut pas dialoguer lorsqu'on se tire dessus. D'accord. Donc il faut déposer les armes. Les combattants dans le bush doivent déposer les armes. Les militaires, cela va de soi, doivent rentrer dans les casernes. Et les pouvoirs publics doivent créer les conditions du dialogue. Je tiens à préciser, lorsque je parle de cette question, M. Dipita Tongo, que lorsque notre pays traverse une telle crise, on doit pouvoir dépasser nos clivages partisans et pour une fois nous mettre d'accord pour sauver d'abord le pays et puis par la suite recommencer nos combats politiques. Moi je considère, je l'ai toujours dit, que la crise anglophone est une crise autonomiste. C'est-à-dire? Je dis ceci. Le 4 mars 1916, c'est toujours bien de commencer par là. Nous sommes devenus un butin de guerre et les vainqueurs se sont partagés le butin de guerre. Nous avons passé 45 ans de vie séparée, c'est-à-dire de 1916 à 1961. Et de 61 à 72, nous avons vécu en cohabitation. L'unification n'a commencé qu'en 72. Je considère que c'est une greffe qui a été posée. Comparé de 72 à maintenant, nous en sommes à environ 43 ans, je ne sais plus. Nous avons 47 ans de vie commune. Nous avons à peine dépassé le temps de la séparation et de la cohabitation. Nous n'avons pas assuré un bon suivi. Ce que je veux dire, vous savez, lorsqu'on dit, la première chose que je proposerais, et là moi je vais au-delà, c'est de sortir de la captivité francophone anglophone par la révolution linguistique. C'est pour ça que je salue, en saluant la tournée du Premier ministre, je me réjouis de cette décrispation. Mais qu'est-ce qu'il a dans son sac? Parce que c'est là le vrai débat. Qu'est-ce qu'il propose dans ce dialogue, dans cet échange? Première chose, sortir de cette captivité. Parce que quand on dit faune, le suffixe faune renvoie à la langue. Et la langue structure en profondeur notre personnalité. La langue renvoie aux sources. C'est un indice d'appartenance. Deuxième proposition. Ce qui fait, non mais c'est très important. Tant que le marqueur qui structure notre personnalité sera une langue étrangère, nous aurons toujours un problème. Il faut que nous puissions affecter à nos langues nationales la même puissance de marquage pour que nous ne soyons plus captifs des langues étrangères, mais nos propres langues. Ça veut dire qu'on doit désormais enseigner nos langues nationales. Le Windum, et moi, le Winniboum, je voulais dire le Bassa, les Tônes et autres. Je précise d'ailleurs que dans les communes que nous allons remporter avec la réconciliation nationale aux prochaines élections, parce que les gens oublient que la loi d'orientation de 2004 donne cette attribution aux mairies. Nous allons systématiser cela dans ces mairies. Les langues de ces communes seront enseignées à l'école. Deuxième chose, le tribalisme rampant. Et quand je dis les langues nationales, il faut quand même préciser qu'il y a une amorce, hein, notamment dans le secondaire, parce qu'il faut toujours dire ce qui existe. Je rappelle que depuis 2008, il y a un département de langue nationale à l'école normale. C'est vrai qu'il y a une sorte de désintérêt sur cette affaire, parce que de 43 recrues en 2009 à 23 en 2017, il y a une sorte d'affaissement. Parce que le document y afférent précise qu'il faut 8000 enseignants. Et c'est pour ça que nous, on a proposé dans notre projet de société un recrutement de 1600 pour essayer de combler le gap. Et en cela, nous n'inventons pas la roue. Allez au Ghana, vous trouverez des facultés entières de langue et culture nationale. Ça va au-delà. Deuxième chose, mettre fin au tribalisme. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, on aborde ça à la fin. Parce que j'aime souvent rappeler que lorsque nous accédons à l'indépendance, nous n'avons pas eu le temps
d'écrire le contrat social. Lorsque le Cameroun devient un État, le 15 mars 1959, je rappelle que c'est le 15 mars 1959, avec l'abrogation de l'accord de tutelle, que nous devenons un État indépendant. Mais des peuples qui cohabitaient se sont retrouvés ensemble à cause des délimitations faites en leur absence. Et en ce moment, ce qui constituait notre richesse, ce qui fait qu'on nous appelle l'Afrique en miniature, aurait pu devenir notre source de puissance. Mais malheureusement, à cause des négligences et des petits jeux d'équilibre, notamment la fameuse maxime satanique diviser pour mieux régner, on a opposé les ethnies. À un point que nous sommes aujourd'hui arrivés à un point où le jeu politique devient une sorte de guerre interethnique larvée. Suivez mon regard en 2018. Alors, première chose, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation. Il faut pouvoir éduquer en nos langues pour qu'à travers le marqueur de la langue, nous puissions nous connaître davantage. Donc le premier levier, il est un levier éducatif. Le deuxième levier, c'est un levier politique. Je m'attaque à la question de l'équilibre régional mise en place depuis septembre 1982. Il faut la réviser. Moi qui fais le tour du Cameroun aujourd'hui, je suis conscient des disparités encore existantes, notamment de l'enclavement intellectuel qui est propre à certaines localités. Je pense qu'il faut pouvoir, sur 10 ans, par exemple, d'abord faire les états généraux de l'équilibre régional pour savoir où on en est, quelles sont les disparités, et mettre un programme de rattrapage sur 10 ans, par exemple, au bout duquel nous ferions une évaluation qui nous permettra de remettre tout le monde sur un même pied d'égalité pour se projeter par le mérite. Et la troisième solution que nous proposons, c'est le levier disciplinaire et répressif. Le levier disciplinaire, c'est la question des quotas. C'est la question des quotas. Il faut que nous puissions arriver à un point dans ce pays où on a une loi anti-tribalisme qui fait que si vous êtes DG d'une administration publique, que vous ne puissiez pas recruter dans cette administration plus de 30% venant de votre région. Et même si vous êtes dans le privé, quand vous fixez des quotas, lorsque votre entreprise se trouve dans une localité, pour que les ressortissants de cette localité, lorsqu'elles ont les compétences nécessaires, puissent y être. C'est aussi ça la construction d'une collectivité humaine intégrée et solidaire. Pour nous, c'est absolument fondamental. C'était vos trois propositions principales pour la sortie. Et nous voulons pouvoir les proposer. Ça, ce n'est qu'une partie de ce que nous proposons. Parce qu'en réalité, au-delà de la collectivité humaine, qui a un visage de l'État, il y a le corpus institutionnel qu'il faut pouvoir réviser. Mais je dis, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des questions liées à la langue, que les corporations avaient posées et qui étaient pertinentes, et c'est parce que l'État a tardé à les écouter que la crise a dérivé. Les questions posées, soulevées par les avocats, les questions soulevées par les enseignants, qui de mon point de vue ne sont que la partie visible de l'affaire. Mais il faut traiter la question dans le fond, c'est-à-dire que lorsqu'on a réparé ces petites négligences, il faut résoudre définitivement le problème. Nous ne pouvons plus être identifiés par phonie de telle langue étrangère ou phonie de telle autre langue. Donc, nous devons pouvoir faire une révolution linguistique, une révolution culturelle. Je vous dis, et en un mot, Monsieur Dipita Tongor, lorsque nous mettrons au goût du jour les connaissances et les savoirs enfouis dans nos cultures, vous vous rendrez bien compte que le Cameroun décollera à partir de là. Bon, vous dites néanmoins que le Premier ministre semble bien entamer cette phase-là. Vous êtes optimiste pour la suite? Je veux bien l'être. Pour moi, ce n'est que l'amorce, parce que j'ai constaté la chaleur avec laquelle il est accueilli sur le terrain. Et il faut absolument qu'après cette euphorie que nous observons et qui est la traduction de ce que les populations anglophones notamment, et puis si vous permettez, je voudrais quand même, si vous le permettez, très rapidement, hélas, on n'aura pas abordé suffisamment la question, mais tant que la crise anglophone ne fédère pas la communauté nationale, on arrivera difficilement à la solution. C'est pour cela qu'il faut un dialogue ouvert, où toutes les questions sont posées sur la table. La question fédéraliste, la question sécessionniste et la question régionaliste, parce que moi je ne suis ni fédéraliste ni sécessionniste, mais je suis régionaliste, et il faut qu'on puisse en discuter. Pourriez-vous me faire un acapella, par exemple, de l'artiste Kérosène? Bien, écoutez, je vous ai dit, je l'ai dit sur un autre plateau, moi j'ai fait l'école de chant et de musique, et on m'a appris que si on n'a pas chauffé la voix, on ne doit pas chanter. Ben, ça fait 90 minutes et plus qu'on est ensemble. Non, mais il y a des techniques pour chauffer la voix, attention. Vous savez comment la musique Kérosène? La musique, elle est technique. Oui, je l'ai découvert. Et
Je me suis d'ailleurs approprié. Je dois vous avouer que c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert l'artiste. Votre vie a changé après ou avant ou pendant ces élections? Indiscutablement, ma vie a changé. La perception que les gens avaient de moi, elle a radicalement changé. Ça, c'est sûr. Je ne suis plus le Cabral Liby d'il y a 1 an ou 2 ans. Je suis le Cabral Liby qui deviendra président de la République dans les années à venir. Il n'y a pas de doute sur cette destinée. C'est Dieu qui décide. Et l'élection présidentielle a changé beaucoup de choses. C'est tout le mal. En effet, en termes de respectabilité, mais aussi en termes de cible. Merci. Mais vous direz que je joue à la victime. Merci Cabral Liby. Bonne continuation sur votre chemin ô combien difficile d'homme politique. J'espère que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Par la grâce de Dieu, nous les atteindrons. Je tiens à rassurer les compatriotes, nous sommes sur la bonne voie. N'ayez pas peur, restez mobilisés. Je tiens à préciser que nous pouvons transformer ce pays à partir de 2020. Si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, si nous avons la majorité dans les communes, nous pouvons commencer à implémenter le changement à partir de là. N'attendez plus, chers compatriotes. Inscrivez-vous et préparez à surveiller le vote. Bonsoir. Cette émission, nous l'avions réalisée avec Cabral Liby, qui en était l'invité principal. Le président désormais du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je dis merci à Ringando et à toute l'équipe qui est derrière. Et je renouvelle l'hommage que nous rendons assez amèrement à Maître Kengoum Célestin, qu'on a souvent reçu ici dans cette émission, mais également à notre ami Zamé de l'UDC. Lamé Zakari qui nous ont quittés évidemment ces dernières heures. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec.